L'intersectionnalité arrive comme une notion un petit peu nouvelle, parce que jusqu'à présent, on traitait chaque droit de l'homme séparément, dans une logique juridique très cloisonnée, et chaque discrimination, c'est-à-dire si quelqu'un est discriminé au motif du genre, discriminé au motif du fait qu'il est handicapé, ou du fait de sa couleur, ou de son origine ethnique, ou de ses opinions, ou de son niveau social, ou que sais-je, c'est chaque fois une discrimination séparée. La notion de discrimination ne peut pas être élargie à l'infini, hein? Mais il y a quand même une limite au-delà de laquelle cette notion n'est plus utilisable. Et à mon sens, cette limite est justement lorsqu'on a affaire avec des discriminations multiples, complexes. Si on met ces discriminations ensemble, on n'a pas seulement une addition, mais on a quelque chose de complètement nouveau. Et quelque chose de complètement nouveau qui fait que nos systèmes institutionnels, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient même d'analyse sociale, ne sont pas, ou pratiquement pas, habilités à traiter de ça. Or, c'est gravissime. Pourquoi ? Parce que c'est la réalité. Donc, la force, probablement, mais aussi le défi de notre méthode, c'est de faire ce grand continuum que normalement les organes ont de la difficulté à faire entre le moment où il y a une violation, tout le processus pour une jurisprudence ou en tout cas pour une réparation et le suivi derrière. Je pense que ça commence avec un changement d'approche, de penser différemment les situations qui sont derrière ces cas d'intersectionnalité pour essayer de vraiment comprendre, parce que c'est juste ça qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre réflexion juridique et institutionnelle. Donc on a un objectif théorique, c'est de mieux comprendre. Et ça a l'air de rien, mais si on ne comprend pas, alors on ne voit pas très bien comment on peut trouver des remèdes. De mieux comprendre, ça veut dire aller rechercher des témoignages, des analyses et voir ce qui est déjà fait là-dedans. On a travaillé sur des études de cas précises pour regarder dans des cas singuliers, dans des situations singulières, comment est-ce que cette intersectionnalité-là elle est vécue, comment est-ce qu'on y répond normalement, avec quelles institutions, et comment les organes de traité des Nations Unies ont réussi à répondre, pour pouvoir ensuite retourner vers les personnes après et voir comment est-ce que ces réponses-là étaient adéquates, est-ce qu'elles ont résolu le problème, est-ce qu'elles ont posé plus de problèmes qu'elles en ont résolu, est-ce qu'en fin de compte ça a permis d'améliorer la situation. C'est dans le cas singulier qu'on va s'apercevoir comment des logiques générales s'appliquent en s'entrecroisant mutuellement pour arriver à cette situation-là. Naturellement, c'est l'examen des cas complexes tels que nous les avons examinés impose un travail interdisciplinaire. C'est impensable que le juriste puisse, avec les seuls instruments juridiques, comprendre ces cas. Et donc il y a un peu une absence vraiment de la richesse de la culture des autres disciplines. As lawyers, we're familiar with working on a case study basis. That forms the grounds of most of the work that we do. But then applying a theoretical framework to that analysis is something that often is difficult to do. And so here we're trying to marry those two elements to look from the particular situation to draw more general conclusions about the ways in which situations of intersectional discrimination as well as violations of multiple human rights can be dealt with more effectively. Le Trou-Poulet, c'est l'histoire d'une communauté de gens du voyage. Et l'étude de cas porte sur ce qui est arrivé à partir du moment où ils sont partis, ils ont dû partir, parce que les décisions de justice les ont obligés à partir. Et la première violation des droits fondamentaux, c'est la violation du droit à choisir son mode de vie. Cette première négation de leurs droits a pour conséquence de les entraîner dans l'errance, et l'errance entraîne d'autres difficultés sur le droit au travail, par exemple. Comment est-ce qu'on peut obtenir une aide
ou une allocation ou demander un travail si on ne justifie pas d'un domicile. On m'a proposé d'être expert, de discuter le cas qui a été présenté par Terrell Abisinghe sur la situation de journalistes au Sri Lanka. Et c'est intéressant donc de voir dans quelle mesure ce cas démontre que la violation des droits d'un journaliste entraîne une violation des droits du public de façon plus générale. Le dossier sur lequel j'ai eu à rapporter est, pour faire bref, l'impact des mesures prises de redressement économique vis-à-vis de la Grèce, et plus particulièrement l'étude a porté sur la population jeune de moins de 25 ans. Donc on est face à un problème systémique et pas du tout dans des agressions directes qui porteraient sur des personnes. Donc l'approche multidisciplinaire et qui regarde les différents éléments, les différentes atteintes, ces atteintes sont articulées les unes aux autres, sont dépendantes les unes des autres, évoluent dans le temps, donc on n'est pas sur un objet unique. C'est là où cet exemple est intéressant. Dans cette recherche, j'ai choisi le récit de vie pour essayer justement de mettre en lumière, en quelque sorte, les problématiques de l'intersectionnalité, c'est-à-dire les violations multiples qui sont à l'origine du déni du droit à l'éducation. Dans le cas du droit à l'éducation, quelles que soient justement les violations du droit qui sont basées sur des discriminations multiples, si d'un autre côté, justement, la victime se pose uniquement en victime, mais ne met pas en valeur justement sa résilience et sa volonté, c'est-à-dire si elle n'a pas aussi un objectif dans sa vie, eh bien c'est difficile, disons, de parler de réparation. Et ça, je crois que c'est une leçon qui est très importante, parce que dans notre domaine là, de réflexion, on a tendance, justement, en présentant les gens comme les victimes de ces discriminations, etc., il y a un risque, en quelque sorte, qu'on les objective, alors qu'en réalité, ils sont aussi sujets du droit. Un autre aspect important qui a été soulevé dans le colloque, c'est que c'est bien joli d'avoir la dimension individuelle des récits de vie, mais dans chaque récit de vie, il y a quelque chose d'universel. Et tenir ensemble l'individuel et l'universel, ça nous paraissait toujours important, mais on ne savait absolument pas comment le faire. Et on a eu énormément de pistes ces derniers jours pour se dire « Ah, oui, maintenant, on va pouvoir garder les histoires individuelles, mais elles ne vont plus pas servir à rien du tout, sauf sur le plan local, mais elles vont contribuer à un changement au niveau plus large. » Dans le cas de journalistes au Sri Lanka, c'est intéressant de voir quel est le contexte sri-lankais, dans quel processus historique, sociétal, culturel, politique, social, etc. L'environnement médiatique s'est constitué, l'environnement médiatique sri-lankais s'est constitué, et quelles sont les problématiques, quelles sont les pathologies qui ont émergé et qui amènent aujourd'hui à des violations des droits des journalistes. Donc il est important d'avoir vraiment cette approche holistique, de regarder l'histoire, les spécificités culturelles, économiques et les vulnérabilités qu'elle présente. Ce qu'on voit dans cette méthode d'approche, elle est interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle pose la question des hypothèses constitutives des objets, et évidemment les différentes approches se situent à des échelles d'observation et à des niveaux d'observation qui sont différents et qui sont complémentaires. This analysis has shown that there is progress, and there are many instances where human rights mechanisms have considered situations in an intersectional perspectives. Systemic, procedural, and conventional limitations
impede that a more coherent approach is being developed. The objective of this research is particularly to find ways to bridge these limitations and to provide some recommendations for further working on the topic. I think that it is also important that the different treaty bodies in the UN, as well as regional human rights bodies, they work together and they have a mutual agreement on how to interpret intersectional discrimination and how to recognize it. And then this would enable also, I think, victims to access to remedies which are adequate. Je crois que c'est la première fois qu'en tant qu'ONG, on ose dire. Le premier jour, Bernard Faurer nous disait « Comment allez-vous le dire aux autres ?» Et c'est vrai que le principal problème qu'on a, c'est qu'on est empêtré dans toute cette complexité et puis on n'arrive pas à imaginer pouvoir transmettre ça à d'autres. Or, la perspective de l'intersectionnalité ouvre cette dimension-là de dire on ne sait pas encore comment on va le dire, mais on sait déjà qu'on va oser le dire à partir de maintenant. Et ça, pour moi, c'est déjà énorme. Dans notre troisième temps de travail, qui commence après ce colloque, il va être question d'intégrer à la fois ce que les études de cas nous ont permis de mettre en lumière, ce que le travail des organes de traité, le travail de méthode qu'ils ont et de jurisprudence, de quasi-jurisprudence qu'ils ont développé nous permet de voir. Alors, comment intégrer de façon à ce que, d'une part, les mécanismes puissent apporter des réponses qui soient plus adaptées ou adoptent leur méthode de travail pour pouvoir mieux répondre à ces situations-là, mais aussi comment, du côté des victimes, du côté des ONG, on peut être plus adéquat dans l'information qu'on fait remonter pour que les deux se rencontrent à mi-chemin.